Bien, merci Pierre. Bien, bonjour, donc moi je vais vous parler aujourd'hui de la production des vaccins. Bon, je sais que vous avez des cours, beaucoup de cours très intéressants. Comme diraient les anglo-saxons, la production c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais il fallait bien le mettre au début, quoi. Et pourtant, je vais quand même vous faire une petite surprise, c'est l'élément essentiel de la vaccinologie, parce que le gros problème de l'industrie du vaccin, le gros problème du transfert de technologie, c'est la production des vaccins. Et je vous illustre ceci par deux exemples. Le premier, c'est qu'il n'existe pas de société de biotechnologie, des fameuses start-up américaines ou autres, qui soient parties d'un concept d'un vaccin et qui soient devenues industrie. Tous les industriels sont tous des laboratoires préexistants et appartiennent aux grands groupes pharmaceutiques. Personne n'a été capable d'émerger comme laboratoire producteur de vaccins. Et pourtant, certains ont des moyens, mais jamais personne n'a réussi à monter une industrie du vaccin ces dernières années. Le deuxième exemple, c'est que lorsqu'on parle de transfert de technologie, par exemple dans les pays du Sud, moi je m'occupe de ces projets, c'est extrêmement difficile et on voit très bien que aucun des pays comme la Thaïlande, etc., qui voudraient avoir leur industrie, aucun n'y arrive. Ils n'y arrivent pas pour deux raisons. C'est techniquement très difficile, c'est ce que je vais essayer de vous parler, en particulier au niveau des contrôles des vaccins. Et d'autre part, si vous développez un vaccin, moi je travaille au Vietnam et en Thaïlande, si vous développez un vaccin, vous apercevez que le coût de production d'un vaccin est extrêmement élevé. Par exemple, je m'occupe du transfert de technologie pour le Vietnam qui voudrait avoir sa propre unité de production de grippe pandémique. Eh bien, un vaccin produit au Vietnam coûte environ 15 $ la dose, alors que sur le marché international, il est à 5 $. Donc, si vous voulez, et tout ceci est lié à un problème de technicité et de taille de production. Donc vous voyez que cet aspect-là de la production, même si vous ne vous rappelez plus de ce que je vous ai raconté, les biofermenteurs et tout ça, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus passionnant, je vous l'accorde, mais pensez bien à ça, c'est que la production est le facteur limitant dans l'industrie du vaccin. Et si 5 laboratoires sont à la tête actuellement, produisent 90% des vaccins, c'est-à-dire Sanofi, JSK, Novartis, Merck et Wyeth, enfin Pfizer, ce n'est pas pour rien. Tous ces laboratoires ont racheté de vieilles sociétés pharmaceutiques comme l'Institut Mérieux, Pasteur Productions, Sclavo, etc. Mais il n'y a pas de laboratoire qui ait émergé ces dernières années. Alors, diapositive suivante. Donc, qu'est-ce que je vais vous parler? Alors, malheureusement, j'ai un peu trop de diapos, donc je vais aller assez vite. En gros, dans la production des vaccins, il y a la production du principe actif, le contrôle du principe actif. Alors là, les contrôles, c'est très important parce que dans un cycle de production, la durée des contrôles est nettement supérieure à la durée de production. Pour certains vaccins, il faut presque 1 an de contrôle. Et ce qui est assez impressionnant, moi, ce qui m'avait beaucoup étonné quand je suis arrivé chez Sanofi, c'était de voir qu'il y avait plus de contrôleurs que de producteurs. Oui, on va vous expliquer le pourquoi des contrôles, mais il faut savoir que c'est une véritable obsession que le contrôle de qualité des vaccins. Diapositive suivante. Donc en gros, vous savez qu'il y a deux types de vaccins. Il y a les vaccins vivants atténués qui intéressent surtout les vaccins viraux et les vaccins inertes qui intéressent les bactéries, mais également des vaccins comme la grippe, l'hépatite A, etc. Diapositive suivante. Alors, le principe de production est assez classique. Donc, il y a la phase 1 qui a pour but d'obtenir ensuite, ce qu'on appelle le bulk et l'antigène purifié. À partir de cette valence, eh bien, on peut être amené à combiner les vaccins, ce sont les fameux vaccins, les combos, pour ensuite faire le mélange, parfois avec ou sans adjuvant, et ensuite la répartition, lyophilisation. Nous allons voir ça en détail. Suivante. Alors, quels sont les éléments essentiels du vaccin? Alors, il y a donc d'une part les bactéries qui vont servir à produire les vaccins bactériens, les virus, et un point important, pour ce qui est en particulier des virus, ce sont des cellules eucaryotes, c'est-à-dire que les vaccins sont produits sur des cellules. Alors, tout ceci, dans le cas des vaccins viraux, il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit du vivant. Et donc, tout ce qui va servir à cultiver un virus, par exemple, peut être source de danger. Quand vous utilisez, par exemple, du sérum de veau, eh bien, vous devez être sûr qu'il n'y a pas un risque que le sérum de veau apporte un virus
apporte de la BSE dans les vaccins, car c'est du vivant. Donc, vous allez l'incorporer dans votre vaccin et vous risquez de l'avoir au final. Ce qui explique l'énorme contrôle de qualité qui se fait depuis la matière première. Il y a une traçabilité énorme des matières premières jusqu'au point final, car au cours de toute cette activité de production vivante, à tout moment, il y a un risque d'introduction d'agents contaminants dans le vaccin par l'intermédiaire des techniciens. C'est quelque chose moi, qui m'avait beaucoup étonné quand je suis rentré dans le monde du vaccin, je me demande de la recherche, c'était de dire que le risque potentiel qu'il y ait un problème au niveau d'un vaccin, ce n'est pas les effets secondaires, ça on connaît, les effets secondaires peut-être connus, etc. Mais c'est l'accident bête qui serait d'introduction d'un virus à l'intérieur du vaccin final. Nous avons eu dans les années 60 un drame qui s'est produit, c'est-à-dire que des cellules de reins de singe étaient contaminées par un virus qui s'appelait le SV40, qui est un virus tumorigène, qui induisait des cancers chez les hamsters. Et on a découvert que ce virus contaminait les vaccins, et notamment les vaccins utilisés chez les enfants. Ça a fait 60 millions d'Américains ont reçu ce vaccin tumorigène. Par chance, il s'est avéré qu'il n'était pas adapté à l'homme. Mais ça avait été une grande crainte, et depuis cette date-là, 60, c'est l'obsession permanente qu'ont les industriels qu'une catastrophe identique puisse arriver. Ça s'est reproduit, ça se reproduira, des agents contaminants. Très récemment, on a découvert dans le vaccin rotavirus de JSK, un circovirus d'origine porcin. Par chance, encore une fois, ce circovirus n'était pas pathogène par l'homme, il avait été apporté par une matière première, en l'occurrence la trypsine. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de vaccin, il ne faut pas seulement parler du principe actif. Quand on dit vaccin rougeole, bien sûr, c'est le virus de la rougeole qui est important, mais il faut penser tout ce qu'il y a autour, le sérum qui a servi à produire, la trypsine qui a servi à découper les cellules, ou encore la cellule qui elle-même, d'origine aviaire, peut apporter quelque chose imprévu. Dans le cas des vaccins aviaires, il y a eu le problème avec la fièvre jaune qui était contaminée avec un virus de la leucose aviaire. Ça a été également un drame. Par chance, encore une fois, 400 millions de personnes ont reçu ce virus de la leucose aviaire vivant, qui s'est multiplié chez l'homme, mais par chance, il n'était pas pathogène. Vous voyez que lorsqu'on parle d'accidents post-vaccinaux, chez l'industriel, il y a une vision tout à fait différente. Ce n'est pas l'association avec une maladie mystérieuse, fût-ce-t-elle autisme, sclérose en plaques, etc., qui préoccupe l'industriel. L'industriel ne pense qu'une chose, c'est le risque d'avoir un accident par l'apport de matières premières contaminées ou par l'apport du vaccin. Je ne sais pas si vous voyez très bien le problème, mais c'est l'obsession de l'industriel. Suivant. Donc, la production des vaccins est basée sur un système relativement princeps, c'est-à-dire que pour maintenir ce qu'on appelle la consistency, c'est-à-dire la reproduction de tous les vaccins de façon identique, on part de ce qu'on appelle des ampoules d'un seedlot, d'un lot de semences, dit primaire, qui permet de préparer un lot de semences secondaire, et ensuite on prépare tous les vaccins. Par exemple, dans le vaccin fièvre jaune, on a un lot de semences dites secondaires, de travail, qui se situe au 237e passage du virus de la fièvre jaune qui avait été développé dans les années 36, et depuis environ 50 ans, tous les lots de vaccins sont toujours faits au même niveau de passage, pour être sûr qu'il n'y a pas évolution. Car s'il y avait évolution, il y a risque d'accident. Dans le cas de la fièvre jaune, c'est justement pour ça qu'on a créé le système des lots de semences. On s'est aperçu que lorsqu'on faisait des passages en série, au Brésil, dans les années 1930, eh bien, au bout de 400 passages, comme ça, chaque fois qu'on faisait un lot, on en gardait un peu pour le lot suivant, et puis on faisait un passage, eh bien, le virus s'était modifié et avait donné des encéphalites. Et il y a eu une épidémie dramatique au Brésil. C'est de là qu'est née cette notion très importante de lot de semences de vaccins. Suivant. Alors, en ce qui concerne les bactéries, eh bien, donc on part à partir d'une semence qui est généralement congelée ou lyophilisée. On repique celle-ci et on l'amplifie d'abord dans des précultures, puis ensuite dans des fermenteurs. Suivante. Donc voilà à peu près, vous êtes bactériologiste pour certains, enfin vous avez fait de la bactério peut-être, voilà, donc ça c'est la préculture, suivante, ou en bouillon, suivante, voilà, et puis après on va dans les biofermenteurs, suivante. Alors les biofermenteurs, ça c'est l'élément essentiel de l'industrie pharmaceutique, hein. La fermentation bactérienne, c'est très bien maîtrisé, hein, on arrive à faire des 20 000, 30 000 litres, la fermentation virale est beaucoup plus difficile, suivante.
Suivante. Alors, vous voyez, bon, quand vous rentrez, bon, moi, la première fois que je me suis lancé là-dedans, je me suis retrouvé face à un biofermenteur, ça fait un peu peur, il y a des tuyaux partout, on se dit que si je touche, qu'est-ce que je dois faire? C'était moi le chef, mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire, quoi. Mais on apprend très vite, hein, parce qu'il y a un peu d'air qui rentre, un peu de soude, enfin, je vous fais voir ça tout à l'heure. Donc, dans la culture des bactéries, eh bien, il y a des milieux qui sont très complexes parce que vous savez que les bactéries ont des milieux assez complexes. Par exemple, l'hémophilus, eh bien, il faut du sang, hein, de l'hémine, du sang d'origine bovine. Alors, vous imaginez, quand on s'est aperçu qu'il y avait la BSE et que dans nos milieux de culture, il y avait du sang d'origine bovine, ça a été la catastrophe. Il a fallu changer et créer un milieu synthétique, une hémine synthétique. Ça coûtait une fortune pour changer ce milieu, quoi. Quand il y a eu l'histoire de la BSE, il a fallu revoir tous les milieux de culture parce qu'il y avait cette obsession de dire est-ce que le prion ne pourrait pas passer dans les vaccins. Suivante. Alors, les bactéries donc, poussent très vite. Hein, en quelques heures, on a des grosses cultures. Suivante. Voilà, donc, suivante, je fais... Voilà ce qu'est un biofermenteur. Un biofermenteur, si vous voulez, c'est une cuve. Hein, c'est un peu comme si vous êtes dans le Beaujolais. Vous voyez ces cuves à verre, hein, c'est à peu près pareil. Donc à l'intérieur, il y a une pale pour agiter, il y a toute une série d'alimentations qui permettent de réguler le pH, des sondes qui permettent de réguler le système, et tout ceci ensuite des systèmes de régulation qui permettent de faire pousser les bactéries en grande quantité. Suivante. Alors, dans ce cas-là, eh bien, il faut travailler évidemment en gros volume, mais ça, les industriels savent parfaitement le faire. On travaille évidemment sous agitation élevée et avec des milieux très riches pour obtenir le maximum de rendement. Diapositive suivante. Alors, on passe au virus. Alors, les virus, c'est un peu différent, car dans la bactérie, donc on prend le lot de semences, on le met en gros dans le biofermenteur après une étape intermédiaire. Dans le cas des virus, c'est différent. On fait d'abord une extension des cellules animales, ce qu'on appelle la culture de cellules, et lorsqu'on a une quantité suffisante de cellules, on infecte avec le virus, et là, on fait la culture virale. Suivante. Donc, vous comprenez que l'élément de base dans la virologie, c'est le support sur lequel vont être cultivés les virus. Alors, il y a d'abord, au tout départ, dans l'histoire de la vaccinologie, il y a les tissus. C'est-à-dire qu'au départ, on prenait un fragment d'embryon de poulet, on le découpait, on le mettait en culture. Puis ensuite, ça s'est évolué. Il y a eu les cultures de cellules primaires, les cellules diploïdes, qui ont permis le développement des vaccins, les cellules diploïdes, c'est-à-dire des cellules normales qui sont issues de fibroblastes suite à un avortement thérapeutique embryonique. Et on met ces cultures et on peut les avoir pendant assez longtemps. Suivant. Et puis, il y a également des cellules hétéroploïdes. Alors, la cellule hétéroploïde a été une étape essentielle, mais pose encore énormément de questions. Ça aussi, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Par exemple, la cellule MDCK. La cellule MDCK voudrait être utilisée pour la production du vaccin contre la grippe. C'est un excellent support de production du vaccin contre la grippe, mais elle est tumorigène. Et le grand débat philosophique qu'il y a, peut-on utiliser une cellule tumorigène pour faire un vaccin destiné à des enfants ? Je peux vous dire qu'au niveau des autorités, c'était une énorme discussion, au niveau d'industriels aussi. Certains disent les quantités d'informations génétiques, c'est-à-dire d'ADN, étant extrêmement faibles, il n'y a aucun risque. Certains disent oui, mais attention, on vaccine des enfants à 5 ans, à 1 an, et dans 50 ans, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, avant d'accepter une cellule comme ça, le débat est très ouvert. C'est actuellement ce qui se passe aux États-Unis avec le vaccin de la grippe produit sur MDCK par la société Novartis. Le débat, je peux vous dire, au niveau de la FDA, reste très élevé parce que c'est moralement un problème très important. Que vous vaccinez une personne de 75 ans, le risque est très très faible, mais quand vous vaccinez des enfants, vous posez aussi des questions sur le long terme. Enfin, j'ai rien contre, je ne vais pas dire qu'il faut éliminer avec le vaccin les personnes de plus de 75 ans, quoi. Diapositive suivante. Alors, comment on fait la production des vaccins sur cellules? Eh ben, donc, on a le support technique est très simple. Ça, c'était les flacons de M. Roux. Hein, si vous avez fait un peu de virologie, vous savez ce que c'est. Des flacons en plastique dans lesquels on met, les cellules vont pousser. Suivante. Donc, généralement, le gros problème qu'on a pour produire de grandes quantités de vaccins, il faut beaucoup de cellules. Et pour beaucoup de cellules, il faut une grande surface. Et ça, c'est le facteur évidemment limitant.
Suivant. Alors, on a essayé, on joue un peu sur toutes les techniques possibles pour augmenter la surface. Il y a ce système qui est assez efficace, c'est des plateaux. Donc, vous voyez, ça tient moins de place que ceci. Les flacons roulants. Suivant. Voilà, donc ça, vous voyez, ça c'est illustré. Ça, ce sont des boîtes donc, de roue, les fameuses boîtes de roue en verre. Ça, c'était la virologie de la belle époque. Suivant. Donc les flacons roulants, vous voyez, donc là par exemple, on fait encore ce flacon roulant, ce sont des flacons qui contiennent à peu près 800 millilitres et qui servent à préparer le vaccin contre la rubéole. Suivant. Et puis, il y a eu la révolution industrielle qui a pris naissance dans les années 70-80 et qui a pris naissance à l'Institut Mérieux, qui a consisté à changer de stratégie en disant, puisqu'on n'arrive pas à avoir des surfaces suffisantes, en Hollande, au RIVM, un chercheur, Dr Van Wezel, a eu l'idée d'utiliser des microbilles, des petites billes, stériles bien sûr, qu'on stérilise avant l'utilisation, et ces microbilles ont une polarité opposée à la polarité de la cellule, si bien que la cellule, lorsqu'on la met en présence de celle-ci, se fixe sur les cellules et se multiplie. Ça, c'est la cellule Véro. Vous voyez qu'au tout départ, il n'y a que quelques cellules. Suivante. Et puis après, vous voyez ce massif cellulaire. Et l'avantage est énorme car un biofermenteur de 1000 litres représente à peu près 100 000 boîtes, grosses boîtes que vous avez vues. Donc vous voyez très bien qu'on ne peut pas manipuler 100 000 boîtes. Le maximum qu'on peut manipuler stérilement, c'est environ 500 boîtes. Hein. Donc vous voyez que ça a été une révolution assez extraordinaire. On a augmenté fortement la capacité de production grâce à cette technologie de production sur des microbilles dans des biofermenteurs. Diapositive suivante. Voilà le type de biofermenteur. Là, c'est le vaccin de la polio chez Sanofi Pasteur à Lyon. Alors, ça a été une véritable révolution, hein, parce que on peut situer ceci. Donc, ça a commencé en 81 et on peut situer cette date comme la révolution industrielle pour la production des vaccins viraux. Autant les vaccins bactériens ont été produits depuis très longtemps. Vous vous rappelez, à l'époque de Pasteur, très rapidement ont été produits les anatoxines, etc. Tétanique, diphtérique, etc. Jusqu'en 1950 à peu près, il n'existait pas de vaccins. Les vaccins viraux étaient tous produits sur animaux. Il y avait le virus de la variole, de la vaccine qui était produit sur des flancs de génisse. Il y avait la rage qui était produit sur cerveaux d'animaux. Il y avait l'encéphalite japonaise qui était produit sur des souris, des cerveaux de souris, et la grippe qui était produite sur œufs. Mais c'était des contraintes évidemment énormes. On ne pouvait pas parler d'industrie. Hein. Il faut se rappeler que les gens arrivaient avec le veau, et puis bon, on grattait le veau, on le nettoyait, on faisait la génisse, on le remettait, et puis il revenait une semaine après, on le grattait, ça faisait le vaccin, quoi. Ou les cerveaux de souris, avec une pompe, on aspirait les cerveaux. Vous voyez, on ne peut pas parler vraiment d'industrie. La révolution industrielle est venue dans les années 80, avec cette technologie. Suivante. Alors, dans le cas de ceci, il faut... quel est le but de la technique? Eh bien, c'est de faire pousser le virus dans le milieu. Par exemple, le virus de polio, en 2 ou 3 jours, il tue toutes les cellules. Donc, on récolte, on arrête l'agitation, on laisse tomber les cellules et les billes par décantation, et on récolte le surnageant. Puis, on va effectuer les différentes étapes de purification. Suivante. Alors, comment purifier? Bien, ça, c'est une étape vraiment très importante, aussi bien les bactéries ou les virus. Le but, c'est d'éliminer, évidemment, tout ce qu'a apporté le milieu de culture. Il y a de très nombreuses techniques. Il y a des techniques de précipitation, des techniques d'ultrafiltration sur des membranes filtrantes. Bon, là, on rentre vraiment dans le technique. Suivante. Et surtout, dans les étapes de purification, donc continuez. C'est surtout évidemment les étapes continuées de chromatographie qui sont essentielles. Par série de chromatographies, on élimine les différents composants externes au vaccin. Donc, le principe est relativement simple. On récolte le surnageant de la culture cellulaire virale, on la concentre par des techniques d'ultrafiltration de façon à réduire le volume, et puis on fait les étapes de purification par chromatographie successives généralement. Suivante. Alors voilà, vous n'êtes pas habitué, mais enfin, donc le principe est simple. Hein, suivante.
Donc vous voyez, on a généralement une série d'étapes chromatographiques, on a un produit qu'on récupère, qu'on passe ensuite sur une autre colonne de chromatographie. Une fois, on fixe le virus, et une autre fois, où on commence par fixer des impuretés, puis après on fixe le virus, de façon à obtenir un produit purifié. Suivante. Alors, il y a également d'autres techniques, c'est les techniques d'ultracentrifugation. Ceci présente un intérêt surtout pour la grippe. Suivante. Elle n'arrive plus à suivre. Vous voyez, donc, les techniques d'ultracentrifugation, alors ça, c'est le problème de la grippe. Pour la grippe, enfin également pour la bactérie, mais pour la grippe, on utilise des ultracentrifugeuses de grande taille qui nous permettent de traiter de grandes quantités de virus. On arrive à purifier plusieurs litres. Parce que le cas de la grippe est très particulier. Ce vaccin est produit sur des œufs embryonnés. C'est une technique qui a été développée dans les années 30. Le premier vaccin a été mis au point en 1943 et depuis rien n'a changé, quoi. Alors quand on vous dit, quand les journalistes disent oui, c'est un vaccin nouveau, c'est révolutionnaire, le H1N1, ils l'ont fait de façon rapide, ce sont des techniques nouvelles que personne ne connaît. 1943, oui, on a un peu d'expérience, quoi. Donc là, c'est vraiment poussé à l'extrême les critiques qu'on peut faire sur les vaccins, hein. Donc la technique est relativement simple, à part qu'il faut beaucoup d'œufs, hein. Par exemple, chez Sanofi Pasteur, on traite 500 000 œufs par jour. Donc vous voyez, il faut 500 000 poules, il faut 50 000 coqs. Et donc tout ça, ça fait un travail assez important. Et on récolte le surnageant, ce qu'on appelle des œufs. C'est-à-dire que lorsqu'on inocule du virus, le virus va multiplier activement le virus de la grippe et on récolte les liquides qui se trouvent à l'intérieur de l'œuf. Chaque œuf donne à peu près 10 millilitres. Et donc, vous voyez que lorsque vous partez de 500 000 œufs à 10 millilitres, ça fait 5 millions de millilitres, hein, vous voyez, ça fait des litres et des litres à purifier. Donc, vous doutez bien que la purification par les techniques classiques de chromatographie ou les centrifugeuses que vous avez peut-être vues à l'université, ce n'est plus adapté. C'est pour ça qu'on utilise des grandes centrifugeuses industrielles. Ce sont les mêmes qui servent à enrichir l'uranium, mais ici, c'est pour enrichir du liquide et non pas de l'uranium. Je dis ça, mais c'est intéressant parce que je m'occupe d'un projet en Iran. En Iran, on a pour but de transférer avec l'OMS la technologie de production du vaccin et on bute sur la centrifugeuse parce qu'ils n'ont pas le droit d'importer de centrifugeuses. Et ça pose un problème parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, mais alors, je disais, alors ce qui est marrant, c'est que les Iraniens, quand on parle des ultracentrifugeuses, enfin, j'ouvre un peu la parenthèse, je ne sais pas trop si c'est quoi. Non, les Iraniens, tout le monde sait qu'ils ont des ultracentrifugeuses, mais ces ultracentrifugeuses, c'est eux-mêmes qui les produisent. Mais ce sont des ultracentrifugeuses pour produire des substances air. Alors que là, c'est pour des liquides. Et ça, ils ne savent pas faire. Et l'embargo fait qu'ils n'ont pas le droit d'importer de centrifugeuses. Donc, on bute sur ce projet. Ils ont tout pour produire le vaccin, mais ils n'arrivent pas à le purifier. Vous voyez que des fois, c'est trivial. En Iran. Non, c'est à Tabriz. Enfin, c'est Tabriz, ouais. Vous êtes iranien? Non, bon. Non, mais non, c'est l'Institut Razi, donc ils ont tout pour faire ça, mais ils n'ont pas d'ultracentrifugeuse. Bon. Donc, alors, les étapes de purification, c'est des étapes dans lesquelles on essaye de récupérer le maximum. Le problème, c'est qu'il y a des pertes, hein. Donc, chaque fois, plus on purifie, plus on pousse la purification, plus on a des pertes. Ça, c'est évident. Diapositive suivante. Alors, l'étape suivante, c'est l'inactivation. Donc, je reviens au concept de départ, des vaccins vivants atténués, ça on n'en parle plus, c'est par exemple la rougeole, les oreillons, la rubéole, la fièvre jaune, etc., vous les connaissez bien. Et puis, les vaccins inactivés. Dans ce cas-là, il y a une étape essentielle, cruciale, l'inactivation. Là également, je vais vous raconter une petite anecdote qui était quand même pas anecdotique du tout, mais enfin. C'est en 1955, lorsque le premier vaccin contre la polio a été mis au point par Jonas Salk. Vous connaissez tous le vaccin Jonas Salk, c'est l'IPV, quoi. C'était une énorme révolution. C'était le premier vaccin qui était produit sur des cultures de cellules.
était produit sur des cellules de reins de singe. Ça avait été une histoire extraordinaire. Vous savez que le jour où Jonas Salk a annoncé ce succès, toutes les cloches des États-Unis se sont mises à sonner. Ça a été un jour de liesse plus important que la fin de la guerre, quoi. Et donc ce vaccin très important, malheureusement il y a eu un drame qui a suivi quelques temps après, un vaccin produit par les laboratoires Cutter était mal inactivé. Et il y a eu plus de 270 enfants qui ont contracté la polio, dont plusieurs sont décédés. Alors, c'était très important parce que là, il y a eu une découverte très importante. On a compris que cette étape d'inactivation, c'est extrêmement difficile pour deux raisons. D'une part, sur des aspects techniques, que je vais vous rappeler rapidement, mais également sur un autre aspect, c'est sur l'aspect contrôle du vaccin. Parce que ces vaccins, quand même, avaient été contrôlés. Et quand ils avaient été contrôlés, ils avaient été trouvés bons. C'est-à-dire que le gros problème, c'est que lorsque vous contrôlez une inactivation d'un vaccin, vous allez le faire sur des systèmes in vitro qui sont peut-être moins sensibles que ce que peut être l'homme. Et c'est ça, là, le grand problème de l'inactivation des vaccins, c'est qu'il faut mettre au point des techniques extrêmement sensibles pour être sûr qu'il n'y ait pas quelques particules résiduelles restantes qui pourraient s'exprimer chez l'homme. C'est ce qui s'est passé dans l'accident Cutter. L'accident a été le suivant, c'est que les vaccins, je vous ai dit, ont récolté le surnageant des cultures de cellules, des cellules de reins de singe. Donc, et ça, c'était le vaccin lui-même. Et puis, on le traitait pour l'inactiver. Ce qui s'est passé, c'est que il s'était formé des agrégats entre le virus et les cellules. Et lorsqu'on a rajouté l'agent inactivant, en l'occurrence le formol, ces agrégats protégeaient le virus. Et quand ensuite on a préparé le vaccin final, eh bien le virus était là. Donc les étapes maintenant indispensables lorsqu'on veut inactiver, la première étape c'est de toujours d'abord purifier si possible le vaccin, mais même si on ne purifie pas, c'est de filtrer le vaccin de façon à dissocier les agrégats et rajouter l'agent inactivant juste après. Deuxième point, ce sont les techniques de sensibilité de la détection du virus en fin d'étape d'inactivation. Suivante. Vous voyez que des fois, on a des sueurs froides quand on fait de la production. Le vaccin mal inactivé, Cutter, ils ont disparu, quoi. Si quelqu'un, ça arrive, si demain un vaccin rage est mal inactivé, Sanofi, ils s'en vont, quoi. Ah ben, attendez. Bon, attendez, ouais, non, mais vous savez, c'est arrivé pour le vaccin rage. C'est arrivé au Brésil, où il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui sont mortes de rage, hein. Bon. Donc, les techniques d'inactivation sont soit la chaleur, ou soit surtout les agents chimiques, le formol ou la bêta-propiolactone. Suivante. Alors, le problème de l'inactivation, c'est ça, c'est la courbe d'inactivation. C'est cette étape-là, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Diapositive suivante. Je vous donne par exemple un exemple. Lorsqu'on inactivait le virus du SARS, vous vous rappelez le SARS coronavirus, là, hein? Vous voyez, on avait une courbe de ce type-là. Ça descend extrêmement vite, vous voyez qu'en 5 heures, il n'y a presque plus rien. Et puis là, on est là. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui reste là? Parce que c'est très difficile à tester à ce niveau-là. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, diapositive suivante, on rajoute... Non, revenez, s'il vous plaît. Donc, à ce niveau-là, vous voyez qu'au bout de 4 heures, on ne détectait plus de virus. Mais au bout de 24 heures, il faut être sûr, donc on a des techniques, ce qu'on appelle d'amplification virale, c'est-à-dire que le produit fini dans lequel on ne détecte plus rien, est amplifié de nouveau dans des cellules pendant 2 fois 7 jours. Et là, on reteste au final pour pouvoir être sûr qu'il n'y a pas de particules virales résiduelles. Diapositive suivante. Bon, donc nous revenons à, nos étapes. Nous avons l'activité qu'on appelle production du vrac, le laboratoire du contrôle, et le laboratoire du contrôle, ils interviennent à tous les niveaux. Ils interviennent depuis les matières premières. Alors, petit problème de matières premières, je vous ai dit, par exemple, il faut une parfaite traçabilité des matières premières. C'est-à-dire que lorsqu'on achète du sérum de veau, il faut que ce soit des animaux qui viennent de pays BSE free, sans vache-poil, enfin, évidemment parfaitement contrôlés. Il y a toute une batterie de tests qui sont faits sur ces sérums. Et en plus, ils sont gamma irradiés, c'est-à-dire ils reçoivent un contrôle de gamma irradiation pour éventuellement éliminer des virus. Parce que les bovins sont souvent contaminés.
Ils ont des virus comme le BVD, enfin, ils ont pas mal de virus, quoi. Donc, il faut être sûr qu'on ne les retrouve pas actifs lorsqu'on va produire le vaccin, car autrement, on pourrait le trouver dans les vaccins. Deuxième matière première importante, c'est la trypsine. Donc la trypsine, c'est pareil, elle est d'origine porcine. Là aussi, il y a toute une série de contrôles. Et vous voyez que dans le cas de JSK, malheureusement, quand même, un virus a pu passer au travers. C'est un virus, un circovirus, qui n'était pas connu et qui n'était pas recherché. C'est ça le grand problème. Parce que lorsque on fait des recherches d'agents étrangers, ce sont des agents étrangers qui sont connus ou non. Et si c'est un non connu, c'est difficile à détecter. Ensuite, donc, les lots de semences, ça je vais en parler en détail. Et puis ensuite, les différents contrôles aux différents niveaux, depuis la culture, depuis le produit au produit final. Diapositive suivante. Alors, donc, les matières premières, donc je vous ai dit, l'origine, la gamma-irradiation validée, et puis la recherche des agents contaminants. Suivante. Pour les banques de cellules, vérifier l'identité. Vous savez que, je vous raconte une petite histoire. Dans les années 60, il s'est passé une histoire extraordinaire. Il y avait une dame qui s'appelait Henrietta Lacks. Et cette dame a été atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Elle est allée faire un diagnostic, on a fait un prélèvement et on a réussi à cultiver ces cellules. C'était la première fois qu'on cultivait des cellules à ce niveau-là. Et ces cellules ont eu un énorme succès, c'était appelé les cellules HeLa. Vous avez peut-être entendu parler, H-E-L-A. En prenant l'avion, là, il y avait un bouquin qui est sorti justement sur Henrietta Lacks. C'est assez extraordinaire, parce que ces cellules ont eu un succès énorme. Et maintenant, les enfants posent la question de savoir s'ils n'ont pas des droits sur tout ce qui a été fait sur ces cellules. C'est un débat. Ouais, il y a un livre extraordinaire là. Il faut que j'achète. J'ai pas eu le temps d'acheter, mais je vais le voir. Donc, ces cellules-là ont été distribuées dans le monde entier. Et il s'est avéré qu'elles ont contaminé toutes les autres cellules. C'est-à-dire que dans les laboratoires, quelqu'un travaillait dans un flacon avec une pipette avec la cellule HeLa, le voisin arrivait, il utilisait le même milieu, et il travaillait sur d'autres cellules, mais les cellules HeLa, comme elles étaient beaucoup plus résistantes, ont contaminé, et puis au bout d'un certain temps, tout le monde n'avait plus que des cellules HeLa, sans le savoir. Et alors il y avait des découvertes extraordinaires qui avaient été faites, parce que les gens disaient, j'ai trouvé des marqueurs de cancérologie, d'autres disaient, moi j'ai découvert un truc extraordinaire, et tous ces travaux ont été anéantis lorsqu'on s'est aperçu que ces cellules HeLa contaminaient toutes les cellules qui existait. Et c'est de là qu'a été créée la fameuse la TCC, qui est un organisme américain à but non lucratif, dans lequel sont déposées toutes les cellules destinées à produire des vaccins ou autres. C'est pour ça que maintenant, chaque fois, à chaque lot de vaccins, on fait un test d'identité par fingerprinting ou technique d'identité. Ensuite, donc, on vérifie tout ceci. Et puis, allez-y. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, mais j'aime bien vous présenter ça, parce que je ne vais pas à toute vitesse, parce que vous ne voyez pas, mais ça ne fait rien. C'est le nombre de contrôles qu'il faut faire pour qualifier une banque de cellules. Vous voyez, bon, il y a des contrôles classiques. L'identification de la cellule véro par isoenzyme, genetic fingerprinting, la stérilité, les mycoplasmes, la recherche d'agents étrangers, les tests ensuite à ce niveau-là. Diapositive suivante. Ça, c'était pour le master seed, ça, c'est pour le working seed. Vous voyez également les tests qu'il y a à faire. Avec, vous voyez, des tests sur animaux, la recherche d'agents, ce qu'on appelle étrangers, dans différentes cellules, par inoculation à différents animaux, par inoculation à la recherche du PRTC. Et ensuite, ça, c'est le contrôle au niveau du... Encore un peu... Voilà, vous voyez qu'au niveau du vaccin, c'est pareil. Vous avez, même au niveau du vaccin final, vous voyez que vous devez faire de la stérilité. C'est un vaccin inactivé, recherche qu'il n'y a pas de l'agent inactivant résiduel. Vérifier la concentration de protéines, parce que les protéines pourraient être apportées par le sérum de veau. Or, le sérum de veau peut être sensibilisant. Si vous vaccinez régulièrement des gens avec du sérum de veau, vous ne devez pas avoir plus de 50 microgrammes. Recherche du sérum également, bovine sérum. Bon, là, c'est la benzonase, et c'est sur des antibiotiques, parce qu'on utilise des antibiotiques. Quantification de l'ADN,
les différentes techniques, le DNA sizing, parce que comme vous traitez avec la BPL, vous détruisez en partie le DNA, mais il faut vérifier qu'il soit suffisamment détruit. Et puis la recherche d'agents étrangers, parce que nous, on ne vit que de ça. Pas nous, il y en a d'autres qui vivent. Alors, diapositive suivante. Alors voilà, qu'est-ce qu'on cherche comme agent, vous voyez. Par exemple, quand on avait ce vaccin-là, ben, on a recherché à l'intérieur le virus de l'hépatite C, le cytomégalovirus, l'Epstein-Barr, enfin, etc., le HIV1, etc., le métapneumovirus, suivant. Voilà, en gros, on a fait à peu près une 50aine de PCR pour qualifier notre vaccin. Alors, déjà, tout ce que je vous ai donné avant, l'inoculation aux animaux, l'inoculation aux cellules, etc. Vous imaginez quand vous êtes au ministère de la Santé en Thaïlande et que vous vous lancez pour dire je vais produire un vaccin, le boulot que c'est. Entre aller auditer un laboratoire qui vous fournit du sérum de veau, qui répond aux normes, vérifier qu'il est bien gamma irradié, etc., que le dossier de gamma irradiation a été bien fait, et faire à chaque lot de semences tous ces tests, et sur chaque récolte individuelle, lorsque c'est un vaccin vivant atténué, tous ces tests, c'est énorme. Qualifier une banque, c'est un an de travail, quoi. Donc, vous voyez que lorsqu'on veut se lancer dans les vaccins, si vous avez un laboratoire de contrôle qui teste 50 vaccins ou 30 vaccins comme chez Sanofi, pas de problème, ça rentre dans le service. Mais si vous voulez, vous lancer dans les vaccins, que vous n'avez qu'un seul vaccin et que vous devez monter tous ces tests, je peux vous dire que ça décourage tout de suite les pays qui veulent se lancer là-dedans. Alors, en théorie, c'est beau, les gens disent, ouais, on va monter notre unité de vaccins. Quand ils voient les contrôles qu'ils veulent faire, on dit, bon, ben, vous ne pouvez pas les faire, c'est plus simple. Donc, c'était ce que je voulais. Le message, ce n'est pas important, évidemment, de ces slides, mais le message, c'est ça, c'est que pour rentrer dans le monde du vaccin, c'est extrêmement difficile. Sinon impossible si vous n'avez qu'un seul vaccin. Alors évidemment, si vous êtes comme Wyeth, le laboratoire Pfizer-Wyeth, dans lequel ils ont le Prevnar, qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires, vous pouvez vous permettre non. Mais si vous voulez lancer un vaccin chikungunya d'intérêt de santé publique qui va vous rapporter zéro, vous voyez l'investissement qu'il faut faire, quoi. Excuse-moi, je suis obligé de partir. Jacques a été réveillé, mais je lui ai dit que tu avais jusqu'à 11h20. D'accord. On se voit après ? Oui, je serai là à 11h20. D'accord. Bon, donc, ce message, je le répète souvent parce que c'est évidemment un peu le but de ce cours, c'est beaucoup peut-être plus important que les biofermenteurs eux-mêmes. Diapositive suivante. Alors, donc, on a vu que la première étape était de produire le principe actif et de le contrôler. Ça, c'est vraiment l'originalité du métier de producteur de vaccins. La suite, ça rentre beaucoup plus dans l'industrie pharmaceutique classique, c'est-à-dire la mise sous forme pharmaceutique du produit. Diapositive suivante. Alors, nous en sommes là. Nous avons réalisé cette étape-là, c'est-à-dire vous avez la valence antigénique, par exemple polio type 1, eh bien, vous voulez faire un vaccin final. Par exemple, polio, vous mettez les 3 polios pour faire l'IPV. Si vous voulez faire évidemment des vaccins plus combinés, on verra la suite. Donc, on en est là, l'étape suivante. Donc voilà, donc votre valence a été contrôlée. Vous avez attendu peut-être un an pour que tous les contrôles soient faits. Et à ce moment-là, vous envoyez votre produit. Le travail au niveau de la zone de mélange-répartition, c'est évidemment des conditions de stérilité draconiennes, là, parce que là vous n'avez plus d'étape de filtration ni rien, donc vous êtes obligé de travailler en totale stérilité, car au final, le vaccin est de nouveau testé pour la recherche de bactéries. Suivant. Donc voilà, ça c'est les cuves de mélange, c'est toujours des cuves, hein, c'est des cuves, quoi. Voilà. Et puis vous arrivez à ce principe-là, vous avez votre produit final vrac, ce qu'on appelle le PFV, qui va être le résultat du mélange. Là, par exemple, c'est le cas de l'hexavalent. Vous voyez que vous mélangez vos 3 valences polio, la diphtérie, tétanos, l'hépatite B, etc., et la coqueluche. Ensuite, vous mélangez le tout dans lequel vous rajoutez généralement un agent stabilisateur du vaccin et parfois un adjuvant lorsque les vaccins sont adjuvés. Et ensuite, vous allez
répartir ceci, soit en seringue, soit en flacon, soit en ampoule, selon la présentation pharmaceutique. Alors, ça, c'est une étape extrêmement importante, car c'est très difficile ce genre de mélange. Et puis surtout, les validations cliniques sont très importantes, parce qu'il faut bien vérifier qu'il n'y a pas interférence entre les différents. Et ça, mettre au point un vaccin hexavalent, par exemple, ça a représenté 5 à 6 ans de travail. Donc, vous voyez, c'est un travail énorme. Par contre, l'avantage pour l'industriel, lorsque vous avez un hexavalent ou un pentavalent, celui qui a un monovalent, tant pis pour lui, quoi. Il ne fait plus de poids, quoi. Donc, c'était évidemment très coûteux de le faire, mais il n'y a que 2 gros laboratoires qui l'ont fait. Maintenant, il y a Novartis qui est venu aussi, mais c'était un moyen d'avoir le monopole des vaccins comme diphtérie, tétanos, coqueluche. Plus personne ne s'amuse à produire ça ne va se lancer dans cette industrie-là si vous n'avez pas les 6 valences. Suivant. Si vous avez des questions. Hein. Alors, donc ensuite, le système de répartition, il faut tout préparer. Hein, suivant. Alors voilà, ça c'est, vous voyez, la mise sous forme pharmaceutique. Là, c'est également toujours de la grande industrie plus connue maintenant, c'est très proche du médicament. Là, évidemment, on travaille en zone stérile, en classe A, sous des flux laminaires, avec contrôle évidemment de l'ambiance de l'air. Suivante. Bon, voilà, donc on en est là. Vous voyez, vous avez fait votre produit vrac. Donc ça, c'est les étapes de préparation au départ. Vous avez votre produit et vous avez fait votre répartition dans des conditions très particulières. Le personnel, évidemment, doit être formé, des tenues adaptées. Les locaux, en air stérile, puisqu'on travaille en classe A. Diapositive suivante. Alors, certains vaccins sont commercialisés liquides. Lorsque les vaccins liquides sont surtout les vaccins inactivés. Lorsque vous avez un vaccin vivant atténué, vous êtes obligé de le lyophiliser, parce qu'autrement, il ne tient pas. Alors, la lyophilisation est une étape très importante, puisque d'une part, il faut rajouter un stabilisateur pour stabiliser le produit, parce que c'est quand même drastique ce que le virus va recevoir, c'est-à-dire une congélation subite suivie d'une sublimation. Et puis ensuite, le produit qui en résulte doit passer des tests de stabilité. Par exemple, dans le cas du vaccin fièvre jaune, c'est un vaccin vivant atténué, il doit être stable pendant 14 jours à 37 degrés, il ne doit pas perdre plus de 1 log de virus. Donc c'est très important parce que pendant très longtemps, les vaccins fièvre jaune n'étaient pas stabilisés. N'étant pas stabilisé, il n'était pas utilisable par exemple en Afrique. Le vaccin fièvre jaune ICT ne pouvait pas être utilisé sur le terrain en Afrique, ni même en Amérique du Sud. C'était vraiment le vaccin du voyageur. Il fallait le garder à moins 20 degrés. À l'heure actuelle, des progrès énormes ont été faits grâce à la stabilisation des vaccins. Alors, petite histoire, concernant la fièvre jaune, c'est assez intéressant parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre, l'armée américaine avait décidé de vacciner tous ses soldats qui partaient, ainsi que les Anglais. Les Français, non, mais j'y peine à avoir beaucoup, c'est pour ça. Donc, on a vacciné tous, et malheureusement, il y a eu une dramatique épidémie d'hépatite B. Et il y a eu 28 000 cas d'hépatite B suite à la vaccination contre la fièvre jaune. Et c'était incroyable parce qu'il y avait des sous-marins dans lesquels il y avait une épidémie d'hépatite B, etc. Ça ne se déclarait pas évidemment tout de suite. Et parmi les gens qui ont été vaccinés, il y en a eu un qui était très fameux, c'était Churchill. Churchill a été vacciné avec un vaccin fièvre jaune contaminé par l'hépatite B. Alors, son biographe disait que vu l'état du foie de Churchill, qui était pas, c'est un miracle que la guerre n'a pas basculé. Il a fait une hépatite inapparente. Mais enfin, la guerre aurait pu changer là. Vous voyez que les vaccins peuvent avoir des conséquences sur l'avenir du monde. Vous en doutez pas, ça, j'en suis sûr. Et pourquoi ce vaccin a été contaminé? Parce qu'à l'époque, on utilisait du plasma humain pour stabiliser le vaccin. Et malheureusement, des donneurs étaient contaminés par le virus d'hépatite B et il s'est retrouvé dans le vaccin. Vous voyez toujours ce problème. Alors de nos jours, on a abandonné l'utilisation du plasma, ce qui est interdit. On utilise maintenant des solutions de sucre, à base de sucre, pour stabiliser les vaccins. Mais c'est encore un exemple, vous voyez, de cette obsession du risque que peut représenter un agent contaminant que l'on retrouverait dans les vaccins. 28 000 cas d'hépatite B.
Donc la lyophilisation, c'est une étape, je vous dis, ça se fait sous forme de congélation. Le vide se fait, sublimation, on élimine l'eau et il reste une poudre. Diapositive suivante. Donc vous voyez, les lyophilisateurs, ce sont des grandes... Alors, le problème de la lyophilisation, c'est d'un coût élevé, parce que vous imaginez, dans un lyophilisateur comme ça, vous passez que des flacons en quantité limitée. Hein. D'où l'intérêt pour les pays du Sud, lorsqu'on a affaire des vaccins lyophilisés, c'est de les avoir en multidose, parce que vous en mettez beaucoup plus qu'en monodose. Hein. Suivant. Alors ensuite, le jour que vous avez votre produit qui soit liquide et donc il est parfaitement réparti dans des flacons, etc., il y a ensuite les étapes de conditionnement. Suivant. Bon, tout ça c'est de l'industrie encore. Suivante. Suivante. Alors, bon, les présentations, évidemment, sont celles que vous voulez. Ça dépend de certains pays. Bon, il y a certains veulent des flacons, d'autres veulent des ampoules. Enfin, les ampoules, c'est de moins en moins utilisé parce qu'il faut reconstituer. Bon, ça se fait de moins en moins. Généralement, ce sont des flacons. Alors, les présentations en Europe ont été pendant très longtemps... en Europe, c'est surtout du monodose. Hein, je crois que, par contre, dans les pays du Sud, et en particulier même aux États-Unis, c'est du multidose. Pendant très longtemps, les Américains ont toujours utilisé du vaccin multidose. Jusqu'en 2000, lorsque une question s'est posée, c'était quel est le risque de la présence... Parce que dans un multidose, vous êtes obligé d'utiliser un conservateur qui contient du mercure, c'est du mertiolate. Et parce que chaque fois que vous piquez dedans, vous pouvez introduire évidemment des bactéries. Et comme l'OMS autorise de conserver des flacons multidoses pour un vaccin inactivé pendant 28 jours, vous voyez que quand le gars il commence à mettre ça dans son frigidaire, pour peu que dessus il y a du steak et tout qui coule un peu dedans, à Bamako ils connaissent quoi. Je dis pas des bêtises, hein, c'est comme ça que ça se passe, ça arrive souvent quoi. Je travaille 10 ans en Afrique, alors je connais bien les septicémies ou les infections à staphylocoque par contamination des flacons mal conservés dans le congélateur. Bon, donc il y avait ce problème de mercure et il y a eu tout un débat à l'époque, est-ce que c'est pas dangereux le mercure? Certains ont établi des relations entre le mercure et l'autisme, ça s'est effondré, mais sous la pression des hommes politiques dont Kennedy, dont Schwarzenegger, qui sont montés au créneau et tout, on a décidé d'interdire le mercure dans les vaccins. C'est n'importe quoi, parce que en fait, lorsque ça a été interdit, on s'est aperçu, parce qu'on avait une obsession du méthylmercure. Le méthylmercure, c'est à l'origine de graves accidents, vous avez peut-être entendu parler, des intoxications au Japon, malheureux japonais, le mercure avait contaminé la chaîne alimentaire et ils avaient eu des milliers de cas dus au méthylmercure. Parce que le méthylmercure s'accumule dans l'organisme et notamment au niveau des tissus nerveux. Par chance, dans le mertiolate, c'est de l'éthylmercure. Et l'éthylmercure, lui, s'élimine extrêmement rapidement. Donc en fait, ça avait été un faux problème, mais comme on ne connaissait pas les propriétés de l'éthylmercure, et comme des gens étaient montés au créneau en disant c'est la cause de l'autisme et tout, ça a fait tout un scandale. Hein. Méthylmercure, éthylmercure, c'est tout à fait différent. C'est un peu comme le méthanol et l'éthanol. L'éthanol, ça fait du bien, et le méthanol, c'est dangereux. Ne l'oubliez pas. Hein. C'est ce que dit le corps médical, un méthanol, super dangereux. Mais là, c'est pareil, méthyle et éthyle. Bon, donc, de nos jours, aux États-Unis, donc maintenant, les vaccins sont en monodose. Hein, donc, partout dans les pays industrialisés, alors que dans les pays du Sud, les vaccins multidoses, mais il n'y a aucun risque, hein, il n'y a aucun problème. Le mertiolate joue parfaitement son effet et est rapidement éliminé. Tout ce que je vous raconte, c'est dans le bouquin que je viens d'écrire qui s'appelle Virus et vaccins, qui va sortir en septembre. Je vous le conseille. Non, mais enfin, 5 ou 6 clients, c'est toujours ça de prix. Hein. Par les temps qui courent, quoi. Surtout il est bien. Bon, alors, maintenant, rapidement, pour finir, je vais vous dire comment faire un vaccin. Alors, c'est ça qui est très intéressant, parce que comment faire un vaccin, c'est qu'on ne sait pas le faire. Non, mais surtout qu'à la télé, ça va passer partout, ça. Non, mais vous allez diffuser, comme ça tout le monde va savoir que j'ai sorti l'année, non? Bon. Bon, comment faire un vaccin? Alors, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas de recette. Chaque fois qu'il y a un virus nouveau qui arrive,
c'est un problème. Comment développer un nouveau vaccin? Le meilleur exemple, c'est le VIH. Quand le VIH est arrivé, en 2004, Robert Gallo et toute l'équipe américaine avaient dit on a le virus, dans 2 ans on a le vaccin, banal, on va cloner l'AGP 120 et puis on va faire un vaccin. 30 ans après, il n'y a pas de vaccin. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est il n'y a pas de solution miracle pour produire un vaccin. On ne sait pas vraiment comment. Historiquement, c'est qu'un vaccin qui ne marche pas dès le début, on n'arrive pas à le faire marcher par la suite. On a par exemple le paludisme, ça fait X années. L'herpès, les premiers vaccins herpès qui avaient été faits dans les années 60, l'herpès, ça ne marche toujours pas. Je ne vous parle pas de la syphilis, etc. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'on bute sur un vaccin, on a extrêmement du mal à récupérer la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement les vaccins marchent très facilement au premier coup, comme l'hépatite B. L'hépatite B, c'est assez extraordinaire. Vous voyez un petit fragment de protéine qui vous protège un organisme comme le foie, quoi. C'est quand même assez extraordinaire. Eh bien, là, l'hépatite B, ça a marché au premier coup et ça a marché très facilement. Donc, ce qui est assez étonnant dans l'histoire des vaccins, c'est que généralement, quand on lance un vaccin, ça marche très vite. L'hépatite A, etc. Si ça ne marche pas, c'est dur, ça devient dur. Pourquoi? Je pense qu'une des raisons essentielles de l'histoire du vaccin, c'est qu'on ne comprend pas comment marchent les vaccins. Tout simplement parce qu'une fois qu'un vaccin a été mis au point, plus personne ne s'intéresse au vaccin. Et si bien que de nos jours, lorsqu'un virus nouveau apparaît, on ne sait pas comment les autres vaccins ont marché et est-ce qu'on peut s'inspirer d'autres vaccins. Je pense que les progrès, si on veut faire des progrès dans l'avenir dans le domaine de la vaccinologie et des vaccins nouveaux, c'est d'étudier d'abord la réponse immunitaire. Parce que cette histoire de dire j'ai un virus, je l'inactive et j'en fais un vaccin, on voit très bien que si ça marche, ça marche, ça ne marche pas, on ne sait pas quoi faire. Le VIH, on ne sait vraiment pas quoi faire parce qu'on se retrouve devant une situation inédite, c'est-à-dire la protection de l'immunité mucosale. Jamais on n'a pu faire un vaccin avec une protection mucosale, que ce soit contre la syphilis, que ce soit contre les gonocoques. On n'a jamais pu protéger, tout simplement parce qu'on met toujours la charrue avant les bœufs, c'est ça, hein? Et donc, on ne connaît pas comment marchent les vaccins, et chaque fois qu'il y a un vaccin, on voudrait trouver une solution. Alors, donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a soit les germentiers, soit des protéines externes, soit encore des vaccins par génie génétique. Alors, on va tourner un peu, parce que comme de toute façon, on ne sait pas faire. Alors, continuons. Alors, les procédés de choix, je vous dis, c'est extrêmement difficile à choisir. Il faut évidemment des souches qui soient hautement productrices, mais au final, c'est extrêmement difficile de vous donner une recette pour savoir comment on peut produire un vaccin. Suivant. Alors ensuite, il y a tous ces aspects que je vous ai parlé, je ne reviens pas dessus, mais c'est ces aspects de fiabilité, avoir un dossier d'enregistrement. Il faut vraiment être très très costaud pour présenter un dossier pour un nouveau vaccin, car c'est quand même très difficile et il faut être sûr de ce qu'on fait, parce qu'une étude clinique sur 1000 volontaires, c'est une chose, mais quand on va vacciner des centaines de millions d'enfants, c'est autre chose. Diapositive suivante. Donc, les laboratoires pharmaceutiques qui produisent des vaccins sont régulièrement eux-mêmes audités par les agences nationales, par la FDA. Et puis, comme je vous ai dit, c'est le gros travail des contrôles au niveau des laboratoires. Parce que la FDA, les agences et tout, c'est de voir si on travaille proprement, mais tout ce qu'il y a derrière, c'est des sujets beaucoup plus sensibles. L'origine des matières premières, tout ça, c'est entièrement la responsabilité du fabricant. Diapositive suivante. Voilà, alors les points difficiles qu'il y a dans le vaccin, c'est d'abord la durée des contrôles. Je vous ai dit, ça peut être très très long. Hein, je vous dis, des fois 12, 24 mois pour produire un vaccin. Lorsqu'il y a une épidémie, il est évidemment très difficile de répondre parce que plus personne ne fait des stocks, hein, on n'a pas le temps de faire des stocks. Et puis, évidemment, il y a la distribution qui également pose des problèmes parce qu'il n'est pas facile dans certains pays de recevoir des vaccins en quantité importante. Lorsque vous avez une épidémie de fièvre jaune, c'est à vous à garder le vaccin. Si vous le distribuez, ils n'arriveront pas à le stocker, quoi. Diapositive suivante. Alors, je vous dis donc, quels sont les grands éléments? C'est long à produire. Il y a tous ces problèmes de contrôle, hein, encore une fois, avec la traçabilité, ces combos qui éliminent les gens qui voudraient faire des vaccins monovalents, et puis
la conclusion, c'est que d'abord, il n'y a pas de vaccin générique. Et on peut dire ce que je vous dis depuis le départ, c'est extrêmement difficile de rentrer dans le monde du vaccin. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Voilà, alors il y a également un problème qui est très important, mais ça vous allez entendre parler par ailleurs, c'est les problèmes de chaîne du froid, notamment évidemment dans les pays tropicaux. Diapositive suivante. Diapositive suivante, voilà. Alors, comment on fait un vaccin? Eh bien, en gros, pour faire un vaccin, dès que vous avez un concept, il faut à peu près 15 ans. Pour la dengue, on a commencé en 92, on est en 2011, 19 ans, on est en phase 2-3, il faut encore 5-6 ans. Puis souvent, à la fin, vous arrivez et puis votre vaccin, il ne marche pas, quoi. Ça, c'est le drame, quoi. Là, je crois que JSK vient de retirer leur vaccin herpès. Et ça fait 20 ans qu'ils étaient dessus. Vous voyez, quand vous avez consacré 20 ans et qu'on vous dit, bon, finalement, prenez votre retraite, mon ami, vous serez plus heureux. Mais non, il ne marche pas. Donc, vous voyez que c'est quand même un métier assez frustrant. Alors, il faut savoir aussi que des vaccins, il n'y en a pas beaucoup. Il en sort à peu près nouveau, au sens nouveau. Il en sort à peu près 2-3 tous les 10-15 ans. Donc, il ne faut pas s'attendre à une révolution. Là, il en est sorti une série par chance. Pas par chance, après. Il y a eu le rotavirus. Il y a eu le Prevnar, ça existait déjà. Enfin, il y a eu le rotavirus et il y a eu le vaccin contre le papilloma vaccin. Plus, on pense, si vous voulez, il y a un peu la varicelle. Enfin, la varicelle existe depuis longtemps. Mais il y en a deux nouveaux vraiment qui sont sortis. Maintenant, attendez 10-15 ans avant d'avoir un autre. Ne faites pas d'illusions. Enfin, il n'y a que les analystes financiers qui croient que les vaccins vont en développer tous les ans à 2 milliards de chiffre d'affaires. Je peux vous garantir que si vous faites l'historique des vaccins. Et deuxième point qui est intéressant, dans les vaccins, il n'y a pratiquement pas de vaccin de seconde génération. Parce qu'un vaccin qui marche, plus personne s'y intéresse, on le garde. On ne veut pas toucher. On ne veut pas toucher parce que les agents ont tellement peur en disant « Ouh là là, qu'est-ce qu'ils vont nous faire ?» Puisque ça marche, on garde. Et en dehors de l'hépatite B, dans les vaccins viraux, il n'y a pas de vaccin de seconde génération. Tous les vaccins existent. Le vaccin rage, c'est celui de Louis Pasteur de 1886. Le vaccin contre, si vous voulez, la polio, c'est 1954, celui de Salk et 1961, Sabine. Les vaccins rougeole, oreillon, rubéole, ce sont les vaccins des années 60. L'hépatite B des années 80, l'hépatite A, etc. Et les vaccins bactériens, c'est pareil. Dans les vaccins bactériens, il y a une révolution qui a eu lieu dans les années 60, ça a été la conjugaison des vaccins, l'hémophilus, etc. Mais au niveau des vaccins, une fois qu'il existe, il existe. Diapositive suivante. Voilà, ben c'est fini, si vous avez des questions. Il vous reste à aller travailler sur le terrain, quoi, en respectant la chaîne du froid. Merci. Si vous avez des questions. Une question sur ce qui concerne l'accès des pays émergents ou du Sud. Oui, ou émergés comme la Chine et l'Inde ou le Brésil, ou voire la Russie, qui ont développé quand même déjà des biosimilaires, qui ne sont pas encore passés à ce qu'on appelle les génériques vaccins, mais qui sont quand même parmi les plus gros fournisseurs de vaccins au monde, en volume, auprès de l'UNICEF notamment. Je pense à la Chine et à l'Inde, au Brésil aussi, mais qui ne sont pas effectivement reconnus, et qui semblent en tout cas pas reconnus par vous, comme étant des producteurs de qualité. Ouais. Alors, est-ce que c'est effectivement, ça correspond à une objectivation de cette qualité, ou ça correspond à une volonté de protéger les industriels occidentaux? Alors, nous, vous ne parlez pas en tant que Sanofi, vous parlez en tant que consultant OMS. Aussi, oui. Non, en tant qu'industriel, ce n'est pas notre problème, ça. Si les autres veulent venir, ils n'ont qu'à venir. Bon, effectivement, pour qu'un pays puisse exporter du vaccin, utilisé nationalement, c'est un problème des autorités nationales, on ne peut rien faire. Mais pour qu'un vaccin soit exporté, par exemple comme la Chine, il faut une préqualification. Cette préqualification a deux étapes. D'une part, au niveau des autorités nationales qui autorisent ce vaccin. Donc il faut que le pays ait une structure qui permette de libérer les lots cliniques.
Et d'autre part, il faut que le laboratoire soit préqualifié. Et là, c'est exactement tous les problèmes que je vous ai dit. C'est ça qui est très difficile. Ce n'est pas du tout qu'il y a une volonté de nuire ou de bloquer la concurrence, c'est que la préqualification est extrêmement difficile à obtenir. Lorsqu'un pays l'a obtenu, il peut effectivement vendre du vaccin. La Chine vient d'obtenir la préqualification et ils devront vendre certains vaccins. Autre question? Quels sont les projets au Vietnam quels sont les projets que l'OMS passe Au Vietnam, supporte il y a ce projet au Vietnam de produire du vaccin contre la grippe, pour grippe pandémique. Ensuite, le Vietnam a ses propres projets. Hein. Ils ont quelques vaccins. Ils voudraient probablement développer l'encéphalite japonaise. Ils ont quelques projets. Mais l'OMS soutient, à travers PAT, soutient la production de vaccins grippe pandémique. Je voudrais juste rappeler qu'il y a quand même quelques vaccins nouveaux dans une entreprise qui s'appelle Novartis, vaccin. Lequel il s'appelle la méningite, ça s'appelle la méningite B. Ah oui, ça c'est autre chose. Il va être nouveau. Oui. Il est déposé auprès de l'IMIE. Il n'est pas encore commercialisé. Il est déposé auprès de l'IMIE. En matière de développement, je pense que c'est quand même important à mentionner. Oui, on l'attend celui-là, oui, bien sûr. Oui, en plus, il est attendu. Pas, il est attendu, la ménage B. Quoi. Non, Novartis vient de faire l'encéphalite japonaise, mais l'encéphalite japonaise existait depuis très longtemps. Hein. Je ne vous ai pas parlé de l'encéphalite japonaise parce qu'il n'a pas été fait par Novartis d'ailleurs. Il est fait par un laboratoire. Non, il est fait par un laboratoire autrichien. Le concept, ça a été développé par Walter Reed. Intercell. Mais pour ce qui est effectivement de la méningite B, je pense que c'est. Le jour qu'il y aura un peu de recul sur ça, ça sera un sujet très intéressant parce que le concept, ce qu'on appelle vaccinologie réverse, est très très original. Et si vraiment ce vaccin méningite B marche comme on l'espère au point de vue efficacité, c'est vrai que là c'est une étape, à mon avis, décisive dans l'histoire de la vaccination parce que le concept qu'on appelle vaccinologie réverse, c'est-à-dire partir de l'information génétique du génome, ça c'est l'équipe de Rapioli, ils ont fait un travail extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils sont partis de l'information génétique après séquençage du germe, déterminer toutes les protéines, tester ensuite toutes ces protéines en termes immunitaires et sélectionner un vaccin final. Alors ça c'est très important et on attend évidemment. Je ne l'ai pas encore cité parce qu'il n'est pas encore commercialisé réellement. Très bien, juste une parenthèse, j'ai pas eu le temps malheureusement d'écouter tout ton cours, mais tout ce que tu dis était très très intéressant. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que vous verrez au fur et à mesure des journées des cours, ça se recoupe. Ce qu'on dit, je vous ai dit quelque chose hier, il a complété, vous voyez, etc. Hein, et donc je trouve ça, au bout d'une semaine et demie, vous verrez, vous aurez donc à apprendre plein de choses. Et en particulier, vous verrez que le vaccin, c'est quand même autre chose que l'industrie pharmaceutique. C'est ce que je disais tout à l'heure à Christine Gestin, hein, parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire hier, je ne sais pas si tu l'as dit. Le vaccin, c'est du produit biologique pour des sujets sains. L'industrie pharmaceutique, c'est de la chimie pour des malades. C'est un monde entre les deux, et tout le monde, et de plus en plus, et ça c'est quelque chose que je ne comprends pas bien, on confond et on diabolise l'industrie pharmaceutique. Je ne parle pas, je ne connais pas, j'ai jamais travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Ça a permis à notre directeur d'être reçu par la directrice de l'OMS. Je ne pense pas qu'il aurait été reçu avec le Doliprane. Oui, voilà. Parce que le vaccin, c'est vraiment un monde extrêmement particulier. C'est vous qui voulez poser une question ? Non, c'était vous ? Bon, la dernière, deux terminées. Oui. Le vaccin, c'est un monde, d'accord, mais les deux appartiennent au même laboratoire. Que ce soit les médicaments ou les vaccins, c'est les mêmes laboratoires. C'est ça qui rend un peu les gens sceptiques. Bien sûr. Mais je comprends pas. Oui, je comprends. Oui. Voilà, je réponds un peu. Vous avez fait passer un message, vous l'avez répété plusieurs fois, que pour rentrer dans le monde des vaccins, il faut des budgets énormes. C'est pas du sort d'un pays, mais actuellement, dans le monde dans lequel nous vivons, où le monde devient un grand village, plusieurs pays du monde peuvent s'associer pour faire une société. Pas une, par exemple, vous avez donné l'exemple de l'Iran, mais qu'est-ce qui empêche un autre pays comme la France, par exemple, de fournir les ultras pour la fermentation, par exemple. Non, attendez. Il faut bien distinguer une chose. Le problème, c'est que les big pharma, enfin les grandes compagnies pharmaceutiques, leur stratégie, c'est de fournir du principe actif de façon à ce que les pays du Sud les mettent sous forme pharmaceutique. Parce qu'effectivement, il y a un gain important pour les deux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de l'emballage, etc., c'est fait dans le pays, comme Sanofi le fait en Thaïlande. Ils ont une usine dans laquelle on envoie le principe actif au stade où vous êtes totalement contrôlé et tout, et les autres les mettent dans des flacons.
Mais ça, les pays du Sud ne veulent pas entendre parler. Ils n'appellent pas ça transfert technologique. Quand vous parlez de ça, les gens vous disent on en a marre que vous nous preniez pour des gens capables de coller des étiquettes. Nous, ce qu'on veut, c'est un transfert de technologie global. Et c'est là le grand débat qui est. C'est pour ça qu'à l'OMS, c'est ce qu'on est en train de faire, quoi. Soit ils deviennent actionnaires dans les grandes sociétés, soit ils ont une part. Par exemple, quelqu'un qui ne peut pas investir 2 milliards, par exemple, il peut investir des centaines de millions pour acheter une part. Comme ça, il sait que quelque part, lui, il a une part, il contribue. Pas seulement en perdant, mais aussi au bénéfice. Je pense que c'est ça qui pose problème aussi. Ça, c'est autre chose. Oui, à la suite de sa question, moi, je voulais savoir un peu quel est le rapport entre, on entend souvent, sponsors de vaccins, fabricants de vaccins et usines pharmaceutiques. Quel est l'amarrage entre les trois? Entre quoi? Les sponsors. Les sponsors des vaccins. Sponsor, il n'y a pas grand monde qui sponsorise, c'est les industriels qui se payent le développement des vaccins. Hein. C'est les mêmes alors? Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a la confusion, parce que finalement, on n'arrive pas à comprendre si c'est des actes de Non, il y a des bienfaisance organismes internationaux qui travaillent à évaluer les vaccins. Il y a des organismes de recherche qui travaillent à mise au point des vaccins. Mais c'est l'industrie pharmaceutique qui produit les vaccins et qui les commercialise, quoi. Dernière. Alors j'ai une question au niveau de la qualité. Est-ce qu'il y a des normes au niveau des laboratoires de fabrication de vaccins? Est-ce qu'un vaccin fabriqué en France ou dans les autres pays ont la même qualité? Oui, Est-ce que... oui. Ça c'est international, les normes sont internationales, c'est évidemment l'extrême difficulté qu'il y a. Mais le problème c'est qu'il y a la norme et ensuite il y a l'audit du laboratoire pour vérifier si les techniques utilisées sont bien validées, etc. Et tout ça participe à ce qu'on appelle la préqualification d'un laboratoire. Il ne s'agit pas seulement de dire j'ai fait ce test, mais il faut qu'une préqualification vienne vérifier que les tests ont été bien faits selon les critères internationaux. Dans le cas de la pandémie grippale, on a mis en cause les laboratoires chinois dans la production rapide. Non, ils n'ont pas été plus rapides que les autres. Ils ont mis 7 semaines. Le laboratoire Sinovac a fait ce produit en 7 semaines, comme Sanofi on l'a fait en 7 semaines, à part que nous, on était en production grippe annuelle, donc on n'a pas pu interrompre notre production grippe annuelle, mais lorsqu'on a commencé en juillet, on a mis également 7 semaines pour sortir le premier lot de vaccins. Le problème, c'est que les Chinois ne produisaient pas de vaccin grippe annuel, donc quand la pandémie est arrivée, ils ont été les premiers à produire, et ils ont mis 7 semaines. Le vaccin a été fait dans les normes tout à fait internationales. Maintenant que d'autres laboratoires, ça je ne sais pas si tous les laboratoires ont été faits, mais la société Sinovac, le fait d'avoir fait en 7 semaines, il n'y a rien d'extraordinaire, c'était le temps minimum dans un tas de crises. Le seul problème, c'est que les industriels n'avaient pas cette possibilité. Moi, j'ai une question, la dernière. Tu as dit tout à l'heure que 90% des vaccins provenaient donc des 5 grosses sociétés de vaccins. C'est dans les échos de hier. Hein. Dans les échos de hier, tu as vu ça? Parce que, justement, mais pour le PEV, il y a quand même beaucoup moins, parce que pour le PEV, l'industrie du Sud... Ouais. tu vois, parce que tout à l'heure, moi, je dirais notre chiffre pour la... Voilà, c'est des vaccins globaux. Non, ce que je veux dire, c'est un chiffre d'affaires. Ah, très important. 90%. Et pas nombre de doses. Oui. Je dis ça parce pour le businessman, c'est ça qui compte. Le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, c'est en nombre de doses. Ah ben non, après, effectivement, Serum Institute of India, ils produisent des quantités énormes. Voilà. Maintenant, 50% des vaccins du PEV, oui, ça c'est ce que je dirais cet après-midi. Non, mais je fais exprès de le dire parce que sinon ils vont dire tiens, ce matin il dit 90%. Non, 90% du chiffre d'affaires est fait par les laboratoires pharmaceutiques. L'industrie pharmaceutique fait à peu près 16 milliards de chiffre d'affaires et 90% sont faits par les 5 big pharma. D'accord. Mais après, évidemment, en quantité, par exemple, Serum Institute produit peut-être 200 millions de rougeole. Biopharma produit peut-être 500 millions de doses d'OPV. Hein. Et ça, c'est aussi nouveau parce que dans le temps, il n'y a pas longtemps, à la fin des années 90, c'était essentiellement le Nord qui fournissait le PEV. Non, il y a eu un grand changement, c'est que pendant très longtemps, les pays de l'Est, et notamment l'Union soviétique et ses pays satellites, étaient de gros producteurs de vaccins. Avec la chute du mur de Berlin, tous ces pays ont arrêté de produire. La Bulgarie était un gros producteur, la Yougoslavie était un gros producteur, la Roumanie produisait des vaccins. Tous ces pays, incluant l'Union soviétique, tous ces pays ont arrêté de produire des vaccins, si bien que ça a été les pays industrialisés qui ont récupéré cette activité. C'est pour ça que du jour au lendemain, la quantité de vaccins qui a été produite, notamment chez Sanofi, on est passé d'un facteur 10 en volume, parce qu'il a fallu fournir l'UNICEF, il a fallu fournir, etc. Alors, par exemple, dans le cas de la polio, on fournissait à l'époque, on fournissait à peu près 200 millions de doses, maintenant on en fournit 2 milliards, quoi.
Donc vous voyez, c'est incroyable. Et tout ça parce que les pays de l'Est ont arrêté de produire des vaccins. C'est parce qu'eux produisaient quand même de gros vaccins. Ils avaient des vaccins rougeole, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette explosion de l'industrie pharmaceutique en quantité. Voilà. Et ensuite, en qualité financière, c'est avec l'arrivée de Prevnar qui a été une étape décisive. C'est-à-dire que le Prevnar était le premier vaccin qui a été vendu à prix fort, qui est devenu un blockbuster, ce qui n'était pas le cas avant dans l'industrie pharmaceutique. Blockbuster, c'est que ça veut dire c'est 1 milliard de chiffre d'affaires par an. Voilà, c'était la première fois qu'un vaccin arrivait ça. Et du coup, les autres ont suivi. Merck a vendu son Gardasil à 400 €, etc. Quoi. Ouais. Alors que quand on avait enregistré le HIB à 18 francs, les autorités avaient refusé, quoi, en disant que c'était trop cher. Quoi. Voilà. Bon, ben écoute, Jean-François, on va arrêter là et on va laisser la place. Merci. Si vous avez des questions, vous m'enverrez.